Alors, raconte-nous comment est-ce que tu as commencé à monter sur scène. Alors, comment on monte sur scène? J'ai toujours, été admiratif des comédiens, et notamment de Gérard Philippe qui m'a scotché, m'a inspiré. Il avait cette élégance, cette beauté, voilà, il y avait ce quelque chose, et forcément on s'identifie toujours, et j'avais envie d'être un Gérard Philippe, mais loin de là, je fais autre chose. Et donc, c'était un peu en 76, et j'ai eu la chance, à cette époque-là, de rencontrer une comédienne qui était dans le métier, et à qui je n'ai jamais osé montrer mes textes. Et on a fini par se connaître, et je lui ai dit, j'écris, voilà ce que j'ai écrit. Alors je me rappelle, on était dans un petit bistrot, je lui ai donné un gros tas de choses à dire comme ça, et je me suis mis dans un coin, et je la voyais au bout en train de rigoler, mais pliée en deux, et je me suis dit, elle se fout de moi ou quoi? Elle s'est payée ma tête ou... En fait, elle se régalait de ce qu'elle disait, et elle m'a dit, mais on peut faire du spectacle avec ça. Et c'est comme ça, après, j'ai fait donc ce qu'on appelait le théâtre dans l'immigration, à l'époque, Nejma, donc en référence à Kateb Yassine. Je ne voulais pas porter cette étoile, puisque Nejma était le roman de l'époque. Voilà, donc de fil en aiguille, j'écris des petits textes, et je me suis retrouvé dans les années 78, comme ça, 76, 78, à faire les foyers des sketchs dans les foyers de travailleurs immigrés. Et voilà, j'ai appris d'ailleurs mon métier, je dirais, sur le tas, dans l'une des plus grandes écoles, je dirais, l'école de la rue, notamment à Avignon en 78, sur la fameuse place de l'Horloge. Bravo, et tu continues à le faire. Tu as toujours pratiquement ce rendez-vous du dimanche. Tu l'as fait pendant un moment au Café de Paris, je crois. Oui. Maintenant, tu as migré, me semble-t-il, de cette place-là. Oui, alors, un mot sur ce que tu fais là, en fait, cette activité du dimanche. En fait, j'ai toujours aimé donner la parole à des gens qui ont des choses à dire, bien sûr. Donner la parole sur scène. Avant, il y avait cette vedette américaine, je crois qu'il y avait le show, et il y avait toujours une première partie, des choses comme ça. Et moi, j'ai toujours eu envie de partager la scène. Et donc, avec le Café Bavard qui s'est institué en 2011 au Café de Paris, c'était une occasion de faire des découvertes d'artistes. C'est une scène ouverte, en fait. Et voilà, découvrir des artistes et avoir un public qui vient découvrir. Mais bon, des scènes ouvertes, il y en a plein sur la place de Paris. Il y a une petite, comment dire, je fais une petite entorse à la scène traditionnelle, des scènes ouvertes, c'est que je dis ce que je pense. C'est-à-dire, bon, quand c'est pas bon, j'y mets bien sûr l'élégance, je ne vais pas démonter quelqu'un, mais j'y donne mon sentiment. Je ne peux pas encourager, disons, entre guillemets, la médiocrité, à mon sens. Après, il y a le public qui est juge. Le public peut être à l'encontre de mon jugement à moi. Voilà. Très, très bien, Moussa. Je crois que tu voulais nous lire quelque chose. Alors, c'est à toi. D'accord. هي نروحية ندو هي الناس يا ودنيني أنا شهو mais ça n'a pas démarré comme ça. Parce que là-bas, il n'y a pas de ahou. Alors quand le conteur dit Anachaou, effectivement, il y a une réponse de l'auditoire, les oreilles qui écoutent, c'est le fameux ahou. S'il n'y a pas de ahou, il n'y a pas d'histoire. La grand-mère, elle ne reste pas, le conteur reste à zéro. Donc, il est nécessaire, un peu comme quand on dirait ici, il était une fois. Vous la connaissez celle-là? Attendez alors une autre.
Il était une... Ah bah, vous les connaissez tous, alors. C'est vrai, il était une fois, pas plus. Il était une fois, mais vous connaissez le début, mais pas la fin. Et ils se marièrent. Et eurent beaucoup d'enfants. Et eurent beaucoup d'enfants. Merdement. Mais revenons à Machahu. Donc il faudrait que l'auditoire fasse chatouiller l'oreille du conteur pour que le conteur puisse donner envie au conteur de raconter son histoire. Il faut être motivé en quelque sorte. Il y a des ناس pas tout de suite. Il y a des ناس يودنيني تمشاهو à vous. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors, il faut que ça soit plus allongé. Vous allez faire comme ça. Point. Il faut que ça soit joli. Et il y en a deux, il y a des nesses, il y a des à vous. Point. Bravo. Alors maintenant que j'ai les oreilles, donc ils sont bien à l'écoute. Alors moi j'ai mis plusieurs textes ici. C'est vous qui allez me dire ce que je vais dire. Je ne vais pas choisir parce que c'est toujours assez difficile. Alors c'est quoi une femme? Petit Papa Noël en Syrie et boire un verre avec Dieu. Levez le doigt pour le... Dieu. Non, mais alors en fait, quand j'étais arrivé un peu à l'avance là-bas, j'étais en train de boire un petit verre avec qui? Avec Dieu. Ah. Oui, j'ai encore quelques relations. Et on se mit à parler de tout. Surtout de rien. Son sujet favori. Et pour être plus concret, je lui parlais du mécontentement général des Gilets jaunes. Il semblait ne rien entendre et la discussion finit par tourner en rond comme un rond-point à la ligne. Il lance alors la discussion sur ses créations artistiques, notamment la dernière, son fameux tableau qu'il avait nommé l'humanité. Je lui ai dit en toute franchise que ce n'était pas celui qu'il avait le mieux réussi. Eh bien, il s'est vexé. Ah, mais Dieu, faut pas le critiquer, hein. Faut juste lui dire amen à tout ce qu'il amène. Pas grand-chose d'ailleurs. Puis, dans un silence pesant, deux anges sont passés en titubant. Ils avaient picolé. À ce moment-là, arriva Youssef Zirem. C'est ma tournée, dit-il. Qu'est-ce que vous prenez? La même chose, dit Dieu. Un double éternité sec. Alors donc, comme tout à l'heure, il y avait un petit mouvement, une velléité par là pour le texte de « C'est quoi une femme ?» Donc je vais vous lire ce texte. Il m'a dit « Mais c'est quoi une femme? On la nourrit avec quoi? On s'en sert comment? Et après usage, peut-on la jeter ou la recycler? » Oui. J'ai répondu, une femme n'est pas une chose, c'est du beau, du vivant, de l'existence, ça respire, ça enchante. On ne s'en sert pas, elle ne se jette pas, ne se recycle pas. Mais alors, me dit-il, où trouver cette merveille? Elle ne se trouve pas. Elle n'existe pas. Elle apparaît quand toutes tes questions
se taisent. Et je termine par puisqu'on est en plein dans Noël, les préparatifs, j'avais fait un texte, bon, d'il y a à peu près 2 ans, sur un Noël en Syrie. Alors, est-ce que les oreilles d'Amachaou sont toujours là? Oui. Presque. Un où? Ah ouh. On a un loup ici. Lui, c'est un Kuchen. Ici, c'est la belle nuit de Noël. Mais là-bas en Syrie, les petits-enfants d'Alep pleurent à genoux. Ils font une dernière prière avant de fermer les paupières. Alors, petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas, sous les décombres, leurs petits souliers. Mais avant de repartir chez toi, il faudra bien te couvrir. Dehors, sifflent les balles, c'est à cause de Bachar al-Assad. Petit Papa Noël pour les enfants de Syrie, il leur tarde que le jour se lève pour voir ce que tu leur as apporté. La paix, l'amour et la liberté qu'ils ont vus en rêve et qu'ils t'ont commandé. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers sous les décombres, n'oublie pas leurs petits souliers. Bravo. Bravo, bravo, merci Moussa. Voilà, on a vu un peu tout le talent de Moussa. Un poème. Tout est poésie en fait. Hein. La vie est une poésie déjà. Alors, celui-là, exil. Je ne connais pas. Moi, l'exilé de nulle part, je ne connais pas cette douleur du nostalgique, du retour, du départ. De par tous les temps, mais qu'est-ce que j'entends? Par mes oreilles du dehors, du dedans, des rats déracinés, exilés dehors. Je suis déjà dans tous les dehors. Étranger de personne, exil, je ne connais pas. J'habite le monde ici et là. Exilé par procuration, exilé par les autres. Exil, je ne connais pas. Et je te l'écris, de Slimane jusqu'à Azam, d'El Hasnaoui jusqu'à son île perdue de nous. Exil, je ne connais pas. Exilé de l'intérieur de moi-même? Non. J'ai pour nom la terre de ma terre. Dans mes veines, sang et flot tanguent le bateau de ma chair. Je m'enulisse de toi. Sans voyage, sans Homère, sans amertume, j'en ai pas. Et je te reviens, ô ma nostalgie doulourante. Mon père, mon pays, ma mère, ma terre. Je n'écoute pas l'exilophone de tous ces chants exilophobes. Et quoi? Je suis en règle avec la préfecture de ma conscience. Je reste intact d'origine avec mon âme imbibée d'huile kabyle, première impression. Bravo, bravo. Ben voilà, ça continue. Je continue, oui. Il y a bien sûr quelque chose qui m'est très cher, c'est la parole. La parole, c'est extraordinaire. La parole. Il y a la parole et la parole, celle que tu donnes et celle que tu reprends. Et toi, qui te reprend? C'est la parole. Il y a la parole que tu tiens et celle qui te tient. La parole du vent, d'avant, d'après, qui se vend à tous les sermons. Et toi, qu'est-ce que tu vends? De la parole. Il y a la parole et la parole. Celle qui manque de sel, faite de miel et de fiel. Il y a la parole du moment, la parole du temps, qui prend son temps, qui ment à tous les temps. Et toi, qui te prends ton temps, ce n'est pas le temps, c'est ta parole. Il y a la parole du condamné à se taire s'il parle, qui va en enfer. Ce n'est pas toi, ce n'est pas lui, c'est ta parole. Et puis,
Il y a la parole qui s'en va en guerre et qui ne revient guère, la parole qui blesse, qui tue. Et toi, conteur, quelle parole prends-tu? Moi, je prends la parole qui se prend pour la parole, celle qui guérit, qui ressuscite, la parole du fou, celle du mahboul, du darouiche. Je prends la parole silence du public qui me donne la parole. Merci. Bravo, bravo, bravo Moussa, bravo. Ben oui, Mahia, je l'ai connu, j'ai travaillé avec lui. Dans les années 80 à la CB, l'Association de culture berbère. Et donc, à l'époque, on avait mis en route le premier festival de théâtre d'expression berbère qui avait eu lieu au théâtre des Amandiers à Paris, donc dans le 20e. Et j'ai connu donc le poète, la parole du poète, et puis aussi j'ai connu un philosophe, en fait, c'était quelqu'un qui brillait dans l'ombre, Mahia. C'était quand on jouait ses pièces, il avait une horreur, c'est qu'on l'appelle et on l'appelle pour saluer sur scène. Et ben lui, dès qu'on l'appelait, il n'était plus là. Soit il avait quitté la salle, soit il se mettait dans un coin. C'était quelqu'un de très humble, vraiment très humble. Et je me rappelle, il avait des chaussures trouées. Il avait des chaussures trouées, il avait un gros trou dans une chaussure. Et un jour, j'ai dit à Bébène, mais tu sais, on ne paye pas les droits d'auteur à Mahia. Je ne sais pas ce que c'était les droits d'auteur. D'ailleurs, chez nous, on ne sait pas trop ce que c'est que les droits d'auteur. Je dois beaucoup de droits d'auteur à ma grand-mère. J'avoue que je ne l'ai jamais payé. Je l'avoue, mais à coup pas. Et donc j'ai dit, mais on devrait lui payer des droits d'auteur, ne serait-ce pour qu'il se paye une paire de chaussures. Alors, qu'a-t-il répondu? Bah oui, il fallait aller déclarer l'œuvre, mais les œuvres de Mahia, je crois à l'époque, elles n'étaient pas déclarées à la Société des auteurs, donc voilà, donc pas de droit d'auteur. Mais j'ai eu un grand plaisir, et vraiment une aubaine, de faire, moi je faisais juste le travail de metteur en scène, c'est tout, et avec le peu de kabyle que je connaissais, parce que je ne suis pas un virtuose en la matière. Heureusement, tu ne poses pas les questions en kabyle, je sais. Voilà. Je vais commencer à les poser en kabyle. Je répondrai avec la langue du colon. Hein? On hérite de la parole de ses ancêtres, la parole du Cameroun, la parole du coin du feu, de la grand-mère. C'est elle qui m'a tout donné. Je veux dire, elle m'a réenseigné. J'ai tout appris d'elle, mais sans enseignement. Je veux dire, n'importe qui, en écoutant, peut tout d'un coup avoir cette étincelle qui jaillit et avoir cette envie de dire, de raconter des histoires. Il y a des gens qui ont le don du racontage. Le poète, il peut tout dire. C'est ce qui enrichit la langue, de toute façon. Allez, on y va. Allez. Amacharo. Elle était grosse. Tout d'un bloc. Lui était fort comme un roc. Il avait l'art de la brute. Il l'a frappé un coup de pioche, un coup de burin. Pas un cri. Elle n'a rien dit. Ainsi tous les jours, il la cognait. Ainsi tous les jours, elle se taisait. Et quand il l'eut enfin achevé, de sa main, Rodin caressa Danaïde. Mais elle est restée de marbre. Voilà. L'historique d'Avignon, au départ, était le festival Avignon
officiel, disons. Et puis après, c'était donc dans les années Villard. Ensuite, il y a eu ce qu'on appelle les parasites, les autres, les artistes qui étaient dans la rue. Moi, j'en faisais partie. J'ai connu le festival d'Avignon dans ses débuts, c'est-à-dire dans la rue. J'étais un comédien de rue, donc c'est pour ça que vous me voyez abolir la distance. Je me crois toujours dans la rue, hein, en fait. Hein. Je suis quelqu'un de très indiscipliné, même sur scène, il faut que je casse les barrières, donc c'est comme ça. Et donc le festival off, eh ben, c'est tout ce qui se fait en marge du festival in qui se fait dans les hauteurs là-bas au château. Mais je peux vous dire qu'il n'y a pas de in actuellement sans le off. Ouais. Vous enlevez le festival off, il n'y a plus de in. Il y a plus, ouais, c'est ça. D'ailleurs, on ne fait pas le in sans casser les off. C'est bien Qu'est-ce que tu veux, on est... non, moi je veux dire, le spectacle, je le fais, je vis de ce métier depuis 40 ans, plus de 40 ans, voilà, je fais ce métier-là. Maintenant, au niveau de la communauté, il y a eu des velléités, il y a eu des choses qui se sont faites. Le fameux festival, le premier festival berbère, c'était quand même dans les années 80, on avait... il y avait la voix qui était tracée, on avait un auteur qui était Mohia. Moi je l'appelais le Mohlière de chez nous. Alors, Mohlière c'était ça. Et bon, alors, est-ce que le public, notre public, se désintéresse, il ne suit pas, et je sais pas. Ça, la question ne revient pas à l'artiste. L'artiste fait son travail. Alors maintenant, le public, pourquoi il ne suit pas, j'en sais rien. Moi, j'ai donné le nom de Nejma. D'ailleurs, c'est même pas moi qui ai donné ce nom-là. C'était, bon, un petit peu pour marquer le coup. Nejma, c'était Kateb Yassine pour moi. Oui, oui, C'est tout. Donc moi, j'ai porté ce nom, je le porte encore plus ou moins. Mais c'était une époque, c'était l'époque de lutte, puisqu'il il y a eu le festival des immigrés qui a été fait par un curé qui s'appelait Géry. Donc voilà, nous on existait dans la lutte, on faisait du théâtre engagé, on parlait des droits des immigrés, on allait dans les foyers Sonacotra, on avait un théâtre qui était engagé, qui donnait à réfléchir, voilà. Mais bon, après l'époque change, hein, et puis les droits, on a acquis les droits, etc. On a le droit d'association maintenant, on n'avait pas à cette époque-là. Oui, Moussa. J'ai deux petites questions. Est-ce que tu as rencontré Kateb Yassine? Oui. Et qu'est-ce que tu penses de son roman Nejma? Moi, j'ai rencontré Kateb Yassine au Festival d'Avignon. Je ne sais pas à quelle époque. Il était avec Farhat et il m'attendait à la sortie du théâtre dans lequel je jouais. Et je me suis dit, mais c'est quoi? J'étais étonné de voir Kateb Yassine avec Farhat. J'étais grand admirateur des deux personnages. Un qui était dans la lutte et l'autre qui était dans la lutte avec les mots. Et voilà. Ce que je pense du roman, je l'ai lu comme beaucoup. Quoi dire? Je vais dire, c'est un bon roman, il y a du message, quoi te dire de plus? C'est de la bonne littérature. Oui, Kateb est un poète, oui, Kateb est un Algérien, est un berbère, et voilà, il se définit, je crois même, il se dit arabe quelque part, il me semble. Je ne sais pas trop là-dessus, mais il est pluriel, c'est quelqu'un qui met pas de frontières, et peut-être notre erreur à nous les Kabyles, c'est dès qu'on parle d'un arabe, hop, on dirait qu'on nous montre la croix. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, je crois que moi quand j'étais dans les années ACB, je commençais à avoir l'étiquette de berbériste comme ça. J'ai dit, mais attendez, c'est quoi ça? Alors j'ai fait un spectacle, pour ne pas avoir cette étiquette, j'ai créé un spectacle qui s'appelle Le Jardin des Roses et des Soupirs, conte érotique arabe des 13e et 15e siècles, et comme un narqui, j'ai été le jouer à l'Institut du monde arabe. Ouais. Ben, les Kabyles, ils n'ont pas suivi. Ouais. Néanmoins,
Non, Et le moi mot- j'ai annoncé la couleur. et le Moi mot- je suis pluriel. Je suis un artiste pluriel. Je revendique l'art. Je revendique l'art. Vous savez, vous pouvez faire des concessions, si je fais des concessions. C'est-à-dire, j'accepte, je vais dans le modèle, dans le moule de la télé, de ce que les gens attendent. Parce qu'en fait, on sert les gens des médias, enfin ceux qui font le show, ils servent un certain public. Moi, je me sers d'abord, égoïstement, je fais ce que j'ai envie de faire. Parce que bien sûr, j'ai fricoté avec les télévisions. J'ai fait FR3 avec Manu Dibango, une émission très regardée à l'époque, plein 20h, où j'étais le compteur de Manu Dibango. Eh bien, à un moment donné, j'ai fait 3 émissions avec lui. Donc, au bout de la 3e émission, il y a le producteur qui me tombe dessus et qui me dit « Monsieur Lepkiri, votre texte, votre histoire est trop longue. Il faudra couper. » Je dis « Ah ben non, je coupe pas. » « Ah ben si, il faudra couper. » Je lui ai dit « Mais une histoire, elle a un début, un milieu et une fin. » « Ah mais il faut couper. » Je dis « Ben non, je couperai pas. » Donc je n'ai pas coupé et j'ai été viré, tout simplement. Même chose pour... je peux vous en citer, bon, le premier théâtre de Bouvard, j'étais dans la foulée aussi. Quand vous avez un Bouvard qui vous indexe comme ça du doigt, qui vous dit « Vous, Moussa, vous allez faire un sketch sur ça, ça, ça. » Ben, moi je dis « Non, je fais un texte sur ce que je sens. Vous, Moussa, vous prenez la porte. » Ben voilà, tout simplement. Quand Arte, j'ai fait 3 petites choses pour Arte. Pareil, quand il m'appelle pour... il m'avait rappelé parce que la voix n'était pas... il y avait quelque chose à refaire. J'ai dit, bah oui, je veux bien revenir faire l'enregistrement, mais vous me payez. Ben non, 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 c'est... Ben quoi, parce que c'est la télévision, je dois m'incliner? Ben non, non. Si je viens, je suis un artiste qui vit de cela. Je ne vis pas d'autre chose que de ma plume, de ma parole, de mon oralité. Voilà. C'est donc, il faut faire des concessions pour être dans le média. Il faut aller dans le sens du poil. Je ne pense pas que mes textes vont dans le sens du poil. C'est impossible. C'est impossible. Maintenant, vous avez des humoristes à l'appel. Ils ont le même jeu, ils arrivent, bon alors, vous êtes là? Ben, je dis oui, ils sont là. Faites du bruit! Faites du bruit! Je dis ah non, ici ils font pas de bruit, hein. Non, ici ils écoutent. Ah ouais, bon, voilà. Ils ont tous le même moule. Ils sont tous pareils, dans le même moule. Donc, voilà, ce métier-là, il faut le faire en adéquation avec soi. Moi, je fais des choses que j'aime. J'aime le public, j'aime mon public, il me suit, il est là, je le sers, mais je me sers aussi. J'ai le plaisir de faire ce que je fais. J'ai le plaisir de dire mes mots, de vous donner mes mots, mes histoires. Donc, la télévision, pour moi, c'est pas quelque chose de... C'est pas important en soi. C'est pas... Mohaïa ne passerait jamais à la télévision. Alors, un texte sur... il a pas de... La marchande de tendresse. Les contes, un conte, autrefois les hommes de la terre, et puis, très important, pensez donc à mourir un jour. Bonjour. Bonjour. 250 grammes de gentillesse, s'il vous plaît. J'en ai plus. Comment, il ne vous en reste plus? Vous êtes sourd ou quoi? Je vous dis que de la gentillesse, j'en ai plus. Aujourd'hui, tout le monde veut de la gentillesse. Alors, il n'y en a plus. Il me reste un restant de méchanceté de la veille en promo, si vous voulez. J'avais besoin d'un peu de gentillesse en entrée pour un dîner entre amis. Tant pis. Peut-être qu'il vous reste 1 ou 2 tranches de tendresse, même fine. Il n'y en a plus. Non. De la tendresse hier, encore personne n'en voulait, et aujourd'hui, encore tout le monde se jette dessus. Si vous voulez des baffes, là, j'en ai en promo. Et pour pas un rond, je vous en mets combien? Non, des baffes, j'en ai déjà à la maison. Bah alors prenez des beignes.
Mais il faut les commander à l'avance, la petite dame. Je veux bien, mettez-en moi 4 ou 5, c'est mon mari qui passera les prendre. Ils lui ont trouvé une sale gueule au temps. Ils lui ont demandé ses papiers au temps. Mais des papiers sur lui, il n'en avait pas le temps. Ils lui ont demandé son nom et le temps a répondu le temps. Ils l'ont pris pour un Marseillais. Ils lui ont passé un savon, mais leur a glissé des mains le temps. Ils lui ont demandé d'où il venait. Le temps a répondu de partout, là, et aussi de nulle part. Ils l'ont pris pour un migrant, un clandestin, pire encore, un sérieux killer. Ils lui ont passé les menottes au temps, en garde à vue le temps. Devant les tribunaux, ils lui ont demandé de lever la main droite et de jurer de dire toute la vérité, rien que la vérité, mais des mains sur lui, le temps n'en avait pas. Et voilà, on a voulu délibérer, rendre sentence, eh bien, les jurés n'avaient plus de Temps. car pendant ce temps, le temps assassin court encore et court. Autrefois, les hommes de la terre ne connaissaient pas la couleur de leur sang, mais ils connaissaient la couleur du sang des bêtes féroces et sauvages. Ils s'étaient imaginé que leur sang à eux, d'hommes blancs, était blanc puisqu'ils étaient blancs. Celui des hommes jaunes, jaune. Celui des hommes noirs, noir. Et ainsi de suite, celui des hommes gris, s'il y en avait, serait gris. Mais de tout cela, l'homme blanc des civilisations futures n'en avait pas la certitude, et pour s'en assurer, il lui fallait verser le sang, pas le sien, celui des autres. Il alla donc chercher querelle aux hommes paisibles de la terre. D'abord, il versa le sang du peuple noir, et quand le sang du peuple noir eut coulé, il constata qu'il n'était pas noir, mais rouge, comme celui des bêtes féroces et sauvages. Le peuple blanc confisqua alors les terres de ces bêtes féroces et sauvages. L'homme blanc, devenu maître de la terre, continua à verser le sang de tous les peuples. Il constata que le sang de tous les hommes était rouge comme rouge. Et le sang des hommes blancs, de quelle couleur est-il? Eh bien, eux, ils pensaient toujours qu'il était blanc, comme la blancheur du lait, pur comme la lumière, celle de leur vérité. Mais en vérité, de leur vérité, ils n'étaient pas bien sûrs, et pour s'en assurer, il lui fallait encore verser le sang. Cette fois, il versa celui de ses frères. Quand le sang eut jailli, il n'était pas blanc, mais rouge, comme celui de leur colère, de leur méchanceté, comme la couleur de leur haine. Aujourd'hui, hommes qui voyez couler le sang du monde, de quelle couleur est le vôtre? Je termine. Pensez donc à mourir un jour. Pensez-y. Mettez le réveil à l'heure pour sonner ponctuelle la mort. Ne soyez pas de ceux qui vivent sans vergogne à se gaver la vie jusqu'à l'indigestion. Laissez la place à d'autres. Laissez tomber vos rêves, vos projets d'éternité. Pensez donc à mourir un jour. Tenez, là, de suite, maintenant. Sans qu'on vous tienne la main, soyez majestueux, généreux. Laissez la place au prochain. Ne soyez pas de ces gens qui jamais ne quittent la table de l'existence. Jetez l'éponge et dites « Ça va, basta, je suis KO, j'ai fait mon temps. » Crevez dans l'allégresse. Soyez
magnifique. Oui. Pensez donc à mourir un jour. Ne prenez pas du rave de la vie. Arrêtez le compteur. Ne faites pas le plein d'indécence, à rouler plein pot. Vous, l'être dioxine à effet de serre, plus à rien. Débranchez tout. Faites la surprise à vos amis. Mourrez, là ou là, où vous voulez. Mais mourrez, mourrez poétique. C'est tendance. Sur le quai d'une gare, prenez le bon départ, partez à l'heure, affichez au tableau de la mort. Pensez donc à mourir un jour.